La séance est ouverte. Mes chers collègues, nous poursuivons nos auditions avec les représentants des organisations syndicales présentes chez Michelin. Comme je l'ai indiqué au début de l'audition précédente, la société a annoncé il y a quelques mois la fermeture de 2 sites de production, à Cholet et à Vannes, qui employaient près de 1250 personnes, ce qui s'est traduit par l'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi, qui après plusieurs mois de négociations a été signé par la direction et 3 syndicats le 24 mars dernier. Pour évoquer ce sujet et toutes les questions qui l'entourent, nous recevons pour la CFE-CGC M. Joseph Tarantini, délégué syndical central, et Mme Valérie Dossin, déléguée syndicale adjointe. Nous rencontrons également pour la CFDT M. Laurent Bador, délégué syndical central, et M. Ludovic Robert, délégué syndical sur le site de Cholet. Et enfin pour Sud, M. Nicolas Robert, délégué syndical CGT. Sud, excusez-moi. Je précise que pour la CGT, je suis allé un peu vite, excusez-moi. La CGT n'a pas été en mesure de dépêcher l'un de ses délégués devant la commission. Madame, messieurs, je vous souhaite la bienvenue et je vous remercie de prendre le temps de répondre à notre sollicitation. Vous le savez, nous avons recueilli le témoignage de la direction de l'entreprise juste avant vous. Il est donc à la fois naturel et nécessaire que nous recueillions à présent vos témoignages. Je vais vous passer tour à tour la parole pour une intervention linéaire d'une durée comprise entre 5 et 10 minutes par syndicat, puis nous procéderons à un échange sous forme de questions et de réponses. Je vous remercie également de nous déclarer tout intérêt public ou privé de nature à influencer vos déclarations. Auparavant, je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous invite donc, madame et messieurs, à lever la main droite et à dire « je le jure ». Merci. Je vais vous passer la parole dans quelques secondes, mais avant, je voudrais avoir un autre propos liminaire, si vous me le permettez. Je sais que l'annonce de la fermeture du site de Michelin, de Vannes également, je pense, a été pour l'ensemble de vous, l'ensemble des familles, l'ensemble aussi des sous-traitants, une source de grande souffrance. Et je veux vraiment souligner, je l'ai déjà fait avec vous, Monsieur Robert, la réaction humaine de l'ensemble des salariés qui, dans ce moment très compliqué, ont fait preuve de beaucoup de dignité. Il n'y a eu aucun débordement, aucun heurt, et c'est tout à votre honneur, parce que parfois, la souffrance peut amener à faire des actions qu'on peut créer dans un second temps. Et autant les salariés que vous, les syndicats, avez toujours été respectueux de l'outil de production, vous avez fait preuve de beaucoup de dignité. Voilà, c'est peut-être en dehors du débat qui est celui d'aujourd'hui, mais je profite d'être devant l'ensemble des Français. Je pense que ma collègue Anne Ledéanf, députée de Vannes, partage cette opinion-là, vous dire à quel point vous avez été, à mon sens, exemplaire. Je vous laisse la parole pour 5 à 10 minutes par syndicat. Et j'ai envie de commencer par monsieur, je crois, Tarantini. Je crois qu'il y a une notion d'ordre prévue, donc on va suivre l'ordre qui est prévu initialement. Ou Madame Dossin d'ailleurs, excusez-moi. On va se partager le... Puis, comme ça. Donc, bonjour mesdames et messieurs les députés. Donc, avec José, nous avons décidé de nous partager le propos liminaire. Nous sommes un syndicat catégoriel. Nous sommes le premier syndicat des cadres et des collaborateurs chez Michelin. Et avant de commencer, on voulait vous remercier de nous donner l'opportunité d'être ici. C'est un honneur, mais c'est aussi une chance. En fait, pour nous, c'est réellement une chance. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on aimerait partager avec vous la vision de ce qui se passe chez Michelin aujourd'hui, notre inquiétude sur l'avenir. Et on voudrait vous donner un autre regard. Alors, on ne peut pas vous le cacher. On a écouté dans les coulisses ce que disait Monsieur Ménégo. On a réagi tous ensemble. Et pour nous, encore une fois, c'est une chance d'être ici et de pouvoir échanger avec vous librement. Il faut fermer l'un pour ouvrir l'autre, c'est ça? Et donc là, j'ai fermé ou pas? Non, là, il est ouvert. Et donc, pour compléter les propos de Valérie, nous, on a une ambition, c'est de partager avec vous un certain nombre de choses. D'abord, partager nos inquiétudes
sur l'avenir de Michelin. On peut évoquer les résultats passés, mais on peut parler du présent et de l'avenir. Et là, on voudrait vraiment réussir à vous transmettre de la part de tous les salariés que nous représentons nos inquiétudes sur l'avenir de Michelin. On voudrait aussi vous dire qu'on attend des choses de vous. Et nos attentes, elles reposent sur 3 choses. D'abord, être écouté, être entendu, profiter effectivement de cette audition pour pouvoir peut-être atteindre un plus grand nombre de nos concitoyens. On voudrait être le porte-parole, grâce à vous, auprès des collectivités locales, auprès de toutes les personnes qui peuvent nous aider, tous les organismes, toutes les institutions qui pourraient essayer de nous aider à éviter que ça ne se reproduise. Mais là, je serai obligé de me référer à nos inquiétudes, parce que des inquiétudes, il y en a sur l'avenir, sur d'autres sites en France. Et enfin, voilà, on attend de vous que vous nous aidiez à limiter la casse sociale, c'est-à-dire que c'est votre rôle de légiférer, et nous attendons, grâce, malheureusement, à cause de ce genre d'événement, peut-être la possibilité de vous solliciter, votre rôle de député représentant du peuple, pour faire en sorte que des multinationales, surtout celles qui gagnent beaucoup d'argent, ne s'abritent pas derrière une concurrence qui a toujours existé, qui existera toujours, derrière des éléments qui existent pratiquement sur tous les marchés, pour pouvoir justifier effectivement des délocalisations ou des baisses drastiques d'effectifs, parce que c'est des choix stratégiques qui emmènent l'entreprise vers d'autres horizons. Merci. Bonjour. Déjà, merci pour l'invitation. Comme l'a dit mon collègue José ou Valérie, c'est un vrai honneur de venir vous parler. Moi, je voudrais vous parler déjà, ça fait maintenant 10 ans que je suis DSC. Et en 10 ans, j'ai fait au moins 5 PSE. C'est-à-dire qu'en 1 tous les 2 ans, je l'écris dans le prochain tract qu'on a écrit, je ne veux plus en faire, j'en ai marre d'en faire. D'avoir la souffrance des personnes, c'est terrible. C'est terrible de voir ces personnes qui souffrent et de ne pas pouvoir leur apporter d'aide réelle. Alors oui, on va les aider avec des moyens financiers, oui, on va les aider avec des formations, oui, on espère qu'ils vont rebondir. Mais quand vous avez la détresse des gens, quand ils apprennent, le pire pour un salarié, c'est d'être licencié. Et quand on leur annonce leur licenciement, ce moment-là est terrible. Donc je pense qu'il faut tout faire pour trouver des solutions. Alors j'ai fait 5 PSE, j'ai fait le PSE de la logistique, j'ai fait le PSE de DOMF, ce qui est manufacturing chez nous, le PSE de la Roche-sur-Yon, le PSE de Poitiers, le PSE du rechappage de la Combaude. Juste une petite anecdote, depuis 90 que je suis rentré dans l'entreprise, on a fermé Orléans, Poitiers, Tours, Cholet, la Roche-sur-Yon, tout l'ouest de la France. Mais on va aller où comme ça? Ça va continuer encore longtemps? L'industrie disparaît purement et simplement du territoire. Au moins l'industrie de chez Michelin et au moins l'industrie du pneumatique. Et c'est terrible. Alors, moi, avant de passer la parole à mon collègue Ludovic à côté, je vais dire que pour nous, la CFDT, ce qu'on attend, c'est une rébellion. Mais une rébellion positive, pas une rébellion de force, mais une rébellion dans se disant, qu'est-ce qu'on fait pour attaquer enfin ce mur qui est devant nous, pour retrouver une industrie qui soit une vraie industrie, pour que demain on puisse vivre de son travail de manière réelle pour tous ces salariés, tous ces ouvriers qui perdent leur emploi. Et nous, CFDT, on attend beaucoup de ce que Michelin a écrit dans sa note. Si vous avez repris la note lors de l'annonce de la fermeture des sites de Vannes et Cholet, qu'ils ouvraient France Industrie 2030. Ben nous, on est prêts à y aller à France Industrie 2030, à travailler avec Michelin, à travailler avec les pouvoirs publics, à travailler avec vous aussi, dans du gagnant-gagnant, pour trouver de nouvelles solutions, pour réfléchir à une nouvelle organisation du travail, mais qui soit du gagnant-gagnant, qu'il y ait un vrai contrat social qui soit posé sur la table et qui dise « Ok, nous, on est prêts à faire ces efforts-là, mais qu'est-ce que fait comme effort l'entreprise en face et quelles sont les garanties qu'ont les salariés qui vont faire ces efforts-là ?» Ça, il faut qu'on en ait conscience, sinon on n'y arrivera pas. Donc, avant de passer la parole, je vais dire, nous, on en est prêts à consigner tout ça dans un contrat social. On peut toujours se dire, mais il n'y a aucune chance. On entend, ça ne sert à rien, vous allez encore discuter, ça ne sert à rien. Mais si on n'essaye pas, ben, en fait, on n'y arrivera pas. Et si on n'essaye pas, moi, quand je partirai en retraite, si je fais encore des PSE, j'aurai le sentiment de ne pas avoir fait mon travail correctement. Je te laisse. Merci.
Mesdames, Messieurs les députés, moi j'ai écrit du coup. Ce que nous vivons depuis le 5 novembre 2024, c'est bien plus qu'un plan social. C'est un séisme, un territoire meurtri du Choletais et de Vannes, des équipes brisées, des femmes et des hommes usés, cassés, après des années de loyauté et d'engagement au service d'un grand nom de l'industrie française. À Cholet, Vannes, c'est tout un tissu social et économique qui vacille. Derrière chaque poste supprimé, il y a une famille inquiète, un avenir flou, une dignité malmenée. Ce PSE ne répond à aucune urgence économique. Il est le fruit d'un choix stratégique assumé, celui de la délocalisation et de l'optimisation au mépris de l'humain. Ce plan n'a rien d'inéluctable, il n'est ni juste ni acceptable. Quand on génère des profits, quand on bénéficie d'aides publiques, on a un devoir moral envers les salariés. On ne les jette pas comme des variables d'ajustement. Michelin a une responsabilité sociale et nationale. Elle doit l'assumer pleinement. La CFDT et les autres organisations syndicales sont aux côtés des salariés dans chaque usine. Sur chaque dossier, nous portons leur voix, leurs droits et leur dignité. Nous exigeons de vraies solutions, de vraies alternatives d'avenir pour les sites restants. Alors mon collègue a cité ceux qui ont disparu, mais il y a encore ceux qui sont encore là. J'espère qu'ils resteront là. Avallon, Troyes, Bassens, le Puy-en-Velay, Roanne, Golbey, Bourges, Clermont-Ferrand, Paris, Mont-Soleil-Mines. Parce qu'un emploi, ça ne se liquide pas. Ça se défend et ça se construit. Merci. Moi, je vais faire comme mon collègue, je vais lire, j'avais préparé quelque chose aussi. Mesdames et messieurs les députés, je vous remercie tout d'abord de m'avoir invité à m'exprimer aujourd'hui devant cette commission d'enquête. C'est un honneur et une responsabilité que d'être entendu par la représentation nationale sur des sujets aussi cruciaux pour les salariés que je représente. C'est avec une profonde conscience des enjeux humains et sociaux que je m'exprime devant vous. Parce que derrière chaque plan de licenciement, derrière chaque fermeture de site, ce sont des vies qui basculent, des familles qui vacillent et des territoires qui s'appauvrissent. Je m'exprime ici en ma qualité de délégué syndical central du syndicat Sud chez Michelin. À ce titre, je représente les voix et les préoccupations des hommes et des femmes qui font vivre cette entreprise au quotidien. À titre personnel, j'ai 24 ans d'ancienneté dans l'entreprise et j'ai une particularité qu'aucun autre syndicaliste n'a dans cette entreprise. J'en suis à mon 3e PSE que j'ai vécu directement et mon 2e en 5 ans. Donc je suis bien placé pour exprimer ce que les salariés vivent aujourd'hui. Nous sommes ici pour parler des défaillances des pouvoirs publics face à la multiplication des plans de licenciement. Et je voudrais dès à présent poser une affirmation claire. Ces licenciements ne sont pas toujours le fruit d'une fatalité économique. Ils sont souvent le produit de choix politiques, managériaux, financiers et parfois d'un silence complice de l'État. Si nous parlons de Michelin, entreprise centenaire, fleuron industriel, qui a longtemps incarné une forme de capitalisme territorial et paternaliste. Depuis plusieurs années, pourtant, le groupe a engagé une transformation brutale. Fermeture de sites à La Roche-sur-Yon, Cholet, Vannes, restructuration en cascade, suppression de postes par milliers et délocalisation. Tout cela alors que Michelin dégage des milliards d'euros de bénéfices, distribue des dividendes records et affiche une santé financière éclatante, annonçant pour 2024 son 3e meilleur résultat financier. Depuis 2021, le résultat net annuel se situe entre 1,8 et 2 milliards d'euros. Et pourtant, sur la même période, les annonces de suppression d'emplois se sont multipliées pour accompagner la stratégie de marge de l'entreprise. Comment peut-on justifier, d'un point de vue éthique, social ou même économique, que des groupes en pleine prospérité puissent licencier massivement sans que cela ne déclenche une réaction ferme et structurée des pouvoirs publics? Face à ces logiques de rentabilité extrême, on attendrait de l'État qu'il régule, qu'il protège, qu'il anticipe, qu'il empêche qu'un site rentable ne soit sacrifié sur l'autel du rendement actionnarial, qu'il conditionne l'accès aux aides publiques, aux crédits d'impôt recherche, aux exonérations sociales, aux subventions locales,
à des engagements fermes sur l'emploi et la pérennité des sites. Or, trop souvent, nous constatons l'inverse. Des annonces de fermeture qui tombent du jour au lendemain, sans consultation réelle des élus, sans contrepartie, sans contrôle. Les directs, aujourd'hui DRETS, se contentent trop souvent d'un rôle de greffier administratif. Elles valident des plans de sauvegarde de l'emploi qui n'ont de sauvegarde que le nom. Les préfets sont absents, et quand ils s'impliquent, c'est pour accompagner la casse, pas pour l'empêcher. Les seuls qui contrôlent aujourd'hui le motif économique, ce sont les inspecteurs du travail pour les licenciements économiques des salariés protégés. Cette passivité n'est pas neutre. Elle a un coût humain, un coût territorial et un coût démocratique. Chaque fermeture de site, chaque plan de licenciement laisse des traces profondes. Dans les territoires, ce sont des bassins d'emploi sinistrés, des savoir-faire perdus, des jeunes qui n'y croient plus. Ce sont des commerces qui ferment, des familles qui partent, des collectivités qui s'appauvrissent. Pour les salariés, ce sont des parcours brisés, des requalifications illusoires, des vies cabossées. Et trop souvent, ce sont aussi des burn-out, des dépressions et parfois des drames personnels. Car derrière la novlangue des mobilités, des transitions ou des plans d'adaptation, ce sont des êtres humains que l'on broie. L'État a les moyens d'agir, encadrer juridiquement les plans dans les entreprises profitables, conditionner les aides publiques à la stabilité de l'emploi, renforcer les prérogatives des représentants du personnel, soutenir réellement la réindustrialisation des territoires. Mais il ne le fait pas, ou trop timidement, ou trop tard. Nous voulons également alerter sur la dégradation du dialogue social. Trop souvent, les décisions stratégiques majeures sont prises unilatéralement, sans concertation réelle avec les organisations syndicales. Les instances représentatives du personnel sont trop fréquemment informées a posteriori, dans des délais contraints qui ne permettent ni analyse ni contre-proposition. Ce mode de gouvernance renforce un sentiment d'injustice chez les salariés et contribue à la crise de confiance envers les institutions de l'entreprise. Le dialogue social ne peut se réduire à une formalité ou à un habillage réglementaire. Il doit redevenir un véritable espace de construction collective. Les syndicalistes de terrain ne sont ni des empêcheurs de produire, ni des nostalgiques d'un monde révolu. Nous sommes les sentinelles de la réalité sociale. Nous alertons, nous négocions, nous proposons, parfois dans l'indifférence, souvent dans l'urgence. Mais trop rarement, nous sommes entendus à temps. Il est temps que les pouvoirs publics rétablissent un véritable équilibre entre les forces économiques et les forces sociales. Mesdames et messieurs les députés, ce que je vous livre ici, ce n'est pas un discours idéologique, c'est un cri du terrain. Celui de milliers de salariés qui veulent simplement vivre de leur travail, transmettre leur métier et croire encore dans une république sociale. Ils veulent des institutions à la hauteur des enjeux. Ils veulent des responsables politiques capables de dire non à une multinationale quand celle-ci liquide un site rentable pour délocaliser à bas coût. Cette audition ne doit pas être une parenthèse. Elle doit être un point d'inflexion. Nous avons besoin de lois plus justes, de contrôles plus stricts, d'un État stratège qui protège, anticipe et oriente. Le laisser-faire a assez duré. Je vous remercie de votre attention. Merci pour vos interventions. Je vais avoir pas beaucoup de questions parce que tout à l'heure j'étais trop bavard et je vais aussi laisser l'opportunité à monsieur le rapporteur et à mes différents collègues présents pour poser des questions. Mais déjà, enfin, de questions finalement. Déjà, première question, j'entends monsieur Robert, Nicolas Robert, puisqu'il y en a deux, vos propos. Ma première question est, si demain on mettait en œuvre un certain nombre de dispositifs tels que vous le proposez, visant à interdire un certain nombre de fermetures de sites et ou de réduction d'effectifs, n'avez-vous pas peur que c'est une conséquence inverse, celle de ne pas empêcher finalement certains sites de fermer ou de réduire les effectifs et en même temps créer un manque d'attractivité pour des entreprises qui pourraient venir en France? Ça, c'est ma première question. Et la deuxième question, elle est plutôt globale. Lors des précédentes auditions, on a eu plusieurs personnes qui ont abordé le sujet éventuellement d'avoir une plus grande représentativité des salariés et donc dans des syndicats, dans les conseils d'administration. Quelle est votre opinion sur cette proposition qui a été donnée? Donc peut-être la première question plutôt pour vous, monsieur Nicolas Robert, et la deuxième peut-être plus large à l'ensemble des syndicats. Sur la première question, effectivement, ça peut avoir un effet inverse, mais
une chose est sûre, c'est que si on ne fait rien, on n'infléchira rien. Et effectivement, quand on a des entreprises florissantes, en plus françaises, hein, là c'est vraiment frappant chez Michelin, qui délocalisent à tout va, parce que malheureusement on parle des PSE, mais on ne parle pas des plans de restructuration qu'il peut y avoir aussi depuis de nombreuses années. Moi je fais du syndicalisme depuis 2014, depuis 2017 je connais des plans qui visent à réduire les effectifs en France. Si on ne fait rien, on délocalise et on perd nos emplois. Donc j'entends la question de si on fait quelque chose, peut-être ça aura un effet négatif. Mais si on ne fait rien, ça continuera. Ça, c'est mon premier point. Et le deuxième, j'ai oublié la question. C'était augmenter le nombre de représentants du personnel dans les conseils d'administration pour les grandes entreprises. Oui, bon, je laisserai la parole à Laurent après. Mais effectivement, là, pour le coup, je suis d'accord. Chez Michelin, on en a très peu. De mémoire, je crois qu'ils sont 2. Voilà, donc c'est quand même pas opportun dans une entreprise comme la nôtre d'avoir aussi peu de représentation du personnel au sein des conseils d'administration. Juste pour compléter sur cette question-là, aujourd'hui on en a 2, donc il y a deux personnes qui représentent la CGC et la CFDT, puisque suivant la règle de détermination des personnes qui peuvent être au conseil d'administration. Donc oui, c'est bien que des salariés soient au conseil d'administration. Par contre, je tiens quand même à le dire, c'est bien que ce soit de salariés d'organisations syndicales représentatives des salariés. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a déjà essayé de faire des groupes de travail. Je pense à un groupe de travail qui a été créé il y a 2-3 ans, qui est sur un tout petit thème, hein, sur les frais de déplacement. C'est-à-dire le remboursement des frais de déplacement, parce que Michelin avait changé la règle et voilà, on n'était pas content, donc on a fait un groupe de travail. Et donc dans ce groupe de travail, Michelin a dit ok, les OS viennent, mais on a aussi des salariés. Et qu'est-ce qui se passe quand on a des salariés dans un groupe de travail qui ne représentent pas une organisation syndicale? C'est qu'en fait, ils ne parlent que pour eux. C'est-à-dire que nous, nos personnes, en fait, que l'on a, nos représentants, ils sont en échange avec nous. Ils connaissent le terrain. En fait, quand on a un salarié lambda qui vient dans un truc, il ne parle que pour lui, que pour ce qu'il connaît lui, que son domaine d'activité. Alors sans doute un peu avec ses quelques collègues à côté. Mais nous, ici, les organisations syndicales qui sont autour de la table, en fait, on a le champ global de toute l'entreprise. Et donc, c'est très important d'avoir, en fait, dans les conseils d'administration, des gens qui ont une vision globale, bien évidemment. Donc, non seulement dans les conseils d'administration, mais aussi, on a le comité européen dans lequel on peut parler, mais dans toutes ces instances-là, il faut, à un moment donné, que l'entreprise prenne en compte aussi ce qui est dit. Parce que c'est bien d'avoir des personnes, mais si en fait, malheureusement, l'employeur, enfin, le dirigeant ne prend pas totalement en compte ces remarques, ben, à la sortie, ça ne sert pas énormément. Et surtout, il y a une chose qui est un peu difficile, c'est qu'un représentant des salariés n'a pas le droit d'être élu. Je ne sais pas si vous le savez. En fait, il doit laisser tous ses mandats pour pouvoir être représentant des salariés au conseil d'administration. C'est une chose que je ne sais pas pourquoi, je ne connais pas la raison, mais c'est ainsi. Donc en fait, les personnes qui sont au conseil d'administration, heureusement qu'elles sont proches de nous, donc c'est le cas de Jean-Christophe Lahourde pour la CGC et de Delphine Roussy pour la CFDT. Elles sont proches de nous, donc on discute avec elles, mais en théorie, elles n'ont pas le droit de faire du militantisme syndical en même temps qu'elles sont au conseil d'administration. C'est aujourd'hui une demande de votre part potentiellement d'apporter une évolution législative sur le sujet? Oui, c'est peut-être, c'est pas une grosse modification législative, c'est peut-être anecdotique, mais ça montrerait quand même que vraiment elle représente les salariés, mais les salariés au sens organisation de salaries. Je vais faire un petit aparté, c'est la société civile, c'est la même chose que au Césaire, voilà, c'est cette société civile organisée qui a besoin d'être dans l'entreprise, organisée pour être un contre-pouvoir, est un peu fort, pour être un partenaire de discussion directement au niveau des conseils d'administration. Je vous remercie de la reprise parce que je ne considère pas les salariés et le patronat comme devant être opposés, mais plutôt tirés dans le même sens pour le bien de chacun et de chacune. Allez-y, je vous en prie. Je vais y arriver comme ça. Je voudrais juste revenir sur votre première question, sur la question des dispositifs. Au-delà des dispositifs, avant même de mettre en place des dispositifs, j'aimerais qu'on parle de la stratégie des entreprises et comment les élus, comment les syndicats, on peut intervenir. Aujourd'hui, nous avons chez Michelin
une entreprise qui a mis en place depuis 10 ans une stratégie qu'on appelle la stratégie de valeur. Alors j'imagine que M. Ménégo vous a expliqué ce que c'est, mais on peut peut-être revenir. La stratégie de valeur, ça veut dire s'orienter sur des segments qui gagnent beaucoup d'argent. En gros, on va faire des pneus pour les voitures qui coûtent cher, pour les grosses voitures, pour les consommateurs qui ont beaucoup d'argent. Et c'est une niche. Donc forcément, on va faire moins de volume. Alors pendant un temps, on va être rentable, mais on va quand même faire moins de volume. Donc ça, c'est la stratégie qui commence, on le sent, à être un petit peu moins efficace. Donc on ferme des usines. Et là, nous, ce qu'on demande, c'est qu'on embarque les organisations syndicales quand on commence à parler stratégie, quand on commence à parler de fermeture d'usines. Et on est là aussi pour vous dire comment est-ce qu'on peut faire pour parler avec vous, pour parler avec les collectivités locales, pour vous solliciter et vous dire « Attention, on sent qu'il se passe quelque chose de grave dans notre entreprise, aidez-nous ». Et aujourd'hui, on ne sait pas comment faire. Donc, avant de mettre en place tout un tas de dispositifs compliqués qui pourraient peut-être avoir un impact négatif, est-ce qu'on pourrait mettre en place des canaux de communication, des canaux d'échange avec vous? Aujourd'hui, on est très heureux d'être ici. Mais en temps normal, qu'est-ce qui se passe? On est tout seul. Et dans l'entreprise, je crois que Laurent le disait, c'est compliqué d'avoir un échange, d'avoir du dialogue. Le dialogue social, il est complexe. Alors, nous, les élus, on se retrouve parfois totalement démunis devant la détresse des salariés. On ne sait pas à qui s'adresser auprès des pouvoirs publics et dans l'entreprise non plus. Donc c'est vraiment un cri, une demande, aidez-nous. Juste rebondir sur votre question, parce que vous avez utilisé le mot « interdire » dans votre première question. Est-ce que vous suggérez qu'il faille interdire? Plus que... Il ne s'agit pas d'interdire, il s'agit d'encadrer. Le président Ménégo vous a dit il y a quelques minutes, on n'est pas des voyous. Et c'est vrai, hein. Simplement, quand il y a peut-être un vide quelque part, ou que les entreprises peuvent s'organiser comme elles le veulent, qu'elles peuvent utiliser toutes les ressources qui sont à leur disposition, il y a des choix stratégiques qui font que le partage de la valeur, il ne va pas forcément de manière équitable vers les salariés. On ne demande pas que les salariés du groupe Michelin soient rémunérés comme les actionnaires. Il y a forcément des proportions à observer. Mais on est vraiment, nous, préoccupés par ce partage de la valeur. Il y a les 3 P dont vous avez entendu parler. Hein. Alors, People, Profit, Planet, hein, les personnes, le profit et la planète. Donc, c'est très bien. Le profit, il est là, en tout cas jusqu'à l'année dernière. La planète, on a une belle feuille de route et une belle gouvernance chez Michelin, mais bon, c'est un peu quand on a le temps, parce que le retour sur investissement, il n'est pas forcément facile. Mais nous, on constate que le P de personne, c'est la variable d'ajustement. Hein. Il y a un plan énorme de réduction des frais en ce moment dans le groupe, qui correspond effectivement à la prise de conscience, ce cri d'alarme qu'on vient de vous lancer, que les choses nous préoccupent. Enfin, on est très préoccupé par l'évolution cette année, l'année prochaine, de ce qui va se passer. Donc ces réductions de frais, elles passent aussi par des réductions d'effectifs, des réductions de moyens mis à disposition des salariés. Donc moins qu'interdire, je pense qu'il faut essayer d'encadrer, d'accompagner, et puis oui, de légiférer pour que les choses se passent de manière équilibrée. Je veux juste préciser que quand vous parlez de conseil d'administration, on a 2 collègues qui siègent au conseil de surveillance du groupe. On parle du groupe Michelin. Donc on n'est pas sur la France. Or, il y a une problématique très particulière pour la France, c'est que la France, manufacture française des pneumatiques Michelin, MFPM, c'est la France, mais c'est le siège aussi. C'est pour ça que c'est très compliqué, et nous, on a du mal à comprendre ou à accepter d'entendre que la France n'est pas rentable. Sauf que la France, manufacture française des pneumatiques Michelin, Clermont-Ferrand, supporte énormément de frais. Clermont-Ferrand supporte tous les frais de restructuration. Clermont-Ferrand comporte tous ces salariés qui travaillent basés à Clermont-Ferrand en France, mais pour le monde entier. Donc, bon, il y aurait plein d'exemples à vous donner. Donc, je pense qu'effectivement, conseil d'administration, oui, mais est-ce qu'il ne faudrait pas aller au plus proche de là où se prennent les décisions? Certes, la stratégie industrielle du groupe Michelin, elle ne se prend pas à Cholet, à Vannes ou même en France. C'est une stratégie mondiale. Mais nous pensons qu'on a effectivement des choses à faire entendre et à faire valoir pour que l'emploi, en particulier l'emploi industriel, ne soit pas maltraité comme il l'est. Et quand on parle d'emploi industriel, ça c'est quelque chose aussi qu'on essaye de faire comprendre à tous nos collègues. Ah, il y a un PSE. Un PSE, c'est quoi? Plan de sauvegarde de l'emploi. Ah oui, mais c'est où?
À Cholet, à Vannes, ah, mais c'est pas à Clermont. Ben oui, mais on ne peut pas impunément fermer des usines et ne pas penser qu'il n'y aura pas d'impact sur les services centraux d'ingénierie, de supply, de qualité, de marketing, de finance, tout. Et c'est une chaîne. Donc franchement, voilà. Donc le cri d'alarme et la demande d'aide, c'est vraiment pour essayer de nous faire entendre. Il ne s'agit pas de décider de la stratégie groupe Michelin, mais on aimerait bien effectivement la connaître, l'anticiper et voir comment le groupe va la déployer et que ça ne se fasse pas au détriment que des salariés. Merci pour vos réponses. La parole est à monsieur le rapporteur. Merci Monsieur le Président, merci à vous pour vos propos et je note évidemment vos attentes. C'est nous qui sommes honorés de vous recevoir d'abord parce que vous êtes précieux à nos travaux, à la bonne compréhension que nous essayons d'avoir de la situation et nous sommes évidemment conscients de la responsabilité qui est la nôtre. La commission d'enquête, elle a pour vocation évidemment d'établir la vérité, de comprendre. Nous étudions la politique économique, la politique en matière de facilitation des licenciements, la stratégie ou l'absence de stratégie de l'État et comment les situations que vous vivez dans votre entreprise, dans votre groupe comme dans d'autres, pourraient ou pas être évitées et comment, et l'impact de la puissance publique ou pas, et on va y revenir, mais notre objectif est aussi surtout de formuler des préconisations dont nous espérons qu'elles pourront éviter ce qui peut encore l'être, et puis faire suite à ce que vous avez évoqué. Et je crois que la question de la démocratie sociale dans l'entreprise, elle est centrale, elle est essentielle, et si vous voulez bien après nous dire un mot, vous avez déjà évoqué la façon dont vous l'apercevez, mais n'hésitez pas à compléter. Moi je vais commencer, j'ai quelques questions, je vais essayer, comme j'ai aussi dans l'audition précédente beaucoup monopolisé, qu'on a pareil en plus une élue de Vannes qui est là, je vais essayer de me concentrer sur 2 ou 3 questions, puis éventuellement de reprendre à la fin. J'en ai une toute simple, quand on s'est croisé avant cette audition, vous nous avez dit avoir regardé une partie de l'audition précédente de M. Ménégo sur les téléphones. Est-ce qu'il y a des éléments dans ce que vous avez pu voir de ce qu'il a dit sur lesquels vous souhaiteriez réagir et sur lesquels vous considérez qu'il serait utile que la commission d'enquête entende un contre-argument ou alors une validation de ce qui a été dit, un point d'accord ou un point de désaccord de nature à éclairer nos travaux? Je vais juste dire un mot et laisser mes collègues qui, je pense, brûlent de répondre. Mais moi, il y a une chose qui m'a vraiment interpellée, c'est la façon dont M. Ménégo considère les PSE comme une sorte de fatalité, comme une espèce d'événement inéluctable qui est arrivé, on ne sait pas trop pourquoi. Alors, sans doute le coût de l'électricité, le coût de l'énergie. Bon, ok. Néanmoins, on continue de produire en Pologne, où le coût de l'énergie est plus élevé. L'arrivée massive des marques chinoises, des marques asiatiques. Bon, depuis 2017, il y a à peu près un volume stable qui augmente légèrement. Donc, où est ce caractère inéluctable? Moi, c'est vraiment ce point qui m'a... Je vous avoue, ça m'a un peu choquée, déçue, attristée. Après, il a dit plein de choses très belles avec lesquelles on ne peut qu'être d'accord. Mais ça, vraiment, ça me dérange. Non, un PSE, ce n'est pas inéluctable. Non, un PSE, ce n'est pas une fatalité. Et en tout cas, nous, les organisations syndicales, on est là pour, non pas pour accompagner le départ des gens, mais pour prévenir, pour anticiper. Et on a demandé pendant plusieurs mois à l'entreprise de nous aider. On n'avait aucune réponse, un mutisme absolu, ce qui fait que, je crois que c'était en mai 2024, on a lancé un droit d'alerte pour avoir quelques réponses. Et la réponse, ça a été quoi? Un PSE. Oui, je vais revenir un peu sur ce que disait Valérie, effectivement, et sur ces propos qui justifient, soi-disant, la fermeture de ces 2 usines. Comme il a été dit précédemment, effectivement, Michelin est sur une stratégie dite de valeur. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a un objectif financier de 14% de marge à horizon 2026 et de 15, voire 16, pour avoir échangé avec M. Ménégo, à horizon 2030. Donc c'est colossal. Quand on regarde un petit peu les entreprises aujourd'hui, on est plutôt sur du luxe que sur du pneumatique. Donc on est vraiment sur une entreprise qui veut faire du cash.
La difficulté qu'elle a, c'est que, comme il a été dit, ou je ne sais pas si ça a été dit précédemment par la direction, mais cette entreprise, elle a choisi dans sa stratégie valeur de maximiser, de prioriser les produits à forte valeur ajoutée. C'est-à-dire qu'on se retire des productions où on ne fait pas trop de marge, donc inévitablement, on baisse des volumes. Ça, c'est le premier truc. La deuxième chose, c'est qu'on a fortement augmenté les prix quand même. Ces dernières années, le Covid a eu bon dos, on a continué fortement derrière. Et on devait, je dis bien on devait parce qu'aujourd'hui ce n'est pas le cas, se développer en dehors et au-delà du pneu. Et c'était ce qui devait justement tirer ce chiffre d'affaires à la hausse. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui parce qu'on n'a pas réussi à développer ces relais de croissance. Donc effectivement, on a un chiffre d'affaires qui a un peu baissé l'année dernière, mais surtout des volumes qui continuent à baisser et qui mettent de plus en plus en danger l'outil industriel. Mais ça, c'est vraiment une stratégie qui est liée vraiment à la marge. Et l'autre point que je voulais évoquer, c'est que... non, c'était tout. Pardon. Je ne vais pas revenir sur ce qui est dit. Il y a une chose qui nous a fait tous ici un peu sursauter, c'est quand on a appris que c'était résiduel ce qui allait être transféré en Pologne et en Italie à Cuneo. Résiduel, la totalité de la production de Cholet, c'est quand même pour nous une surprise, pour le moins. Effectivement, si on considère tout ce que fait la Pologne, ce qu'ils vont récupérer, ça ne va pas être énorme par rapport à leur capacité de production totale de ce qu'ils ont déjà à produire. Mais c'est quand même plus de 2,5 millions de pneus, résiduel 2,5 millions de pneus, ça nous a un peu laissé pantois, pour le moins. Surtout que pendant des mois, on avait sans doute mal compris, c'est ce qu'on nous a expliqué, on nous avait expliqué que ce n'était pas possible, enfin ce qu'on avait cru comprendre, parce qu'après on disait que ce n'était pas ce qu'on nous avait dit, mais on avait tous compris à peu près la même chose dans les organisations syndicales. Ce qu'on avait cru comprendre, c'est qu'il n'était pas possible de récupérer la fabrication de Cholet à Holstein et à Cuneo parce qu'il n'y avait pas la capacité. C'est ce qui, pendant des mois, nous a été répété. Enfin, ce qu'on a cru comprendre. Je dis bien ce qu'on a cru comprendre, parce qu'on nous a annoncé après que ce qu'on avait cru comprendre n'était pas ça. Donc voilà, mais ça nous surprend d'autant plus quand on entend après que c'est résiduel, cette production de 2,5 millions de pneus. Voilà. La deuxième chose, c'est qu'on a été content d'apprendre que le coût du PSE était de 400 millions, parce qu'on n'avait pas le chiffre. Nous, on avait un chiffre plus bas que celui-là. Donc, non, mais tout compris, nous, on avait un chiffre plus bas que celui-là. Tout compris, nous, on avait un montant plus bas. Je ne parle pas des coûts pour les salariés, parce que nous, ça nous intéresserait aussi, parce qu'on n'a pas le chiffre du montant que ça représente pour les salariés. Celui-là, on ne l'a pas. Donc, si un jour on l'a, on sera content de l'avoir. Mais on n'avait pas non plus ce chiffre de 400 millions. Donc, voilà. Mais le résiduel nous est quand même un petit peu resté en travers de la gorge. Je vous en prie, monsieur le rapporteur. Merci, monsieur le président. Une dernière, puis je garde ma liste de questions pour après que les collègues puissent aussi poser leurs questions. Je rebondis sur ce sort de débrief qu'on fait ensemble de l'audition précédente. C'est intéressant. C'est la seule fois, je crois, dans nos auditions qu'on fera dans cet ordre-là. D'habitude, on reçoit d'abord les représentants des salariés, puis la direction. Là, on fait l'inverse. Et finalement, c'est pas plus mal, je pense, pour vous d'être amené à réagir. Moi, j'ai entendu deux choses sur lesquelles j'aimerais votre sentiment dans ce que nous a dit monsieur Ménégo. D'abord, il ne semble pas se souvenir, c'est une question du président, de la date, du moment où a été pour la première fois envisagée la fermeture du site de Cholet, mais on pourrait poser la même question pour le site de Vannes. D'abord, est-ce que ça vous semble crédible ? Mais surtout, ce qui m'intéresse, c'est qu'on aura cette information. Quand on témoigne ici, on est sous serment, on doit dire la vérité. Vous êtes prêté à cet exercice, évidemment. Nous obtiendrons cette information, je l'espère, le plus rapidement possible. Et donc, on la comparera à ce moment-là à la réponse à la question que je vais vous poser, qui est de savoir quand est-ce que vous, organisation syndicale, avez été informés de l'hypothèse de fermeture officiellement. Quand est-ce que vous en avez eu du sentiment ? Est-ce que, voilà,
pour que vous compreniez ma question, moi j'aimerais pouvoir, à la suite de ces différentes auditions, établir une chronologie. Parce que dans nos travaux et dans les auditions qu'on fait et dans les réflexions qu'on a sur ces sujets, on voit que la question de la temporalité, elle est essentielle pour construire des alternatives, pour avoir le temps de réagir, etc. etc. Je n'ai pas besoin de vous l'expliquer à vous, évidemment. Donc ça, c'est ma première question. C'est quand, et voilà, votre regard, vous, sur cette temporalité-là qui est extrêmement précieuse. Puis la deuxième chose, elle fait écho à ce que disait monsieur Nicolas Robert, je crois, tout à l'heure. J'ai noté des mots très, très forts que je partage parce qu'on les a entendus malheureusement dans d'autres situations et dans d'autres cadres que celui de la commission d'enquête. Silence complice de l'État, des propositions alternatives qui existent et qui ne sont pas traitées. On a plein d'exemples qui nous viennent en tête de moments où il y a des propositions alternatives construites par des organisations syndicales, parfois aussi par des collectivités locales et qui ne semblent même pas être étudiées. Vous avez parlé des directs et des dreads comme de greffiers administratifs. C'est là aussi fort et je crois que ça doit nous interpeller, nous, dans notre propre réflexion. Et donc, c'est ma deuxième question. Comment vous qualifieriez la présence ou l'absence, justement, des pouvoirs publics à vos côtés? Quels auraient été les besoins? Et en l'occurrence, est-ce qu'il y a eu, je parle de Cholet et Vannes, mais on a ici malheureusement des experts des plans sociaux. Vous vous rappelez tout à l'heure 5 plans sociaux depuis que vous êtes arrivés, des exemples de propositions d'alternatives au licenciement, à la destruction d'emplois, à la fermeture d'usines, dans lesquelles la puissance publique aurait pu jouer un rôle qui aurait permis de protéger des emplois et des sites industriels. Je vous en prie, monsieur Tarantini. Je vais répondre sur la temporalité. Officiellement, nous avons été informés, comme tout le monde, début octobre 2024, de la décision du groupe. Et vous savez tous... novembre. Vous savez tous dans quelles conditions tous les salariés, d'ailleurs, ont été informés. Un dimanche en politique, émission politique sur FR3, où Fabien Roussel a annoncé effectivement que Michelet allait annoncer dans les jours qui viennent. Vous vous rappelez de ça? Donc tous les salariés concernés ont entendu que leur site allait fermer à la télévision. Hein. Donc la temporalité, si vous voulez, certes, il y a une information officielle qui sort. Alors là, je peux vous dire que là, il y a eu branle-bas de combat dès le lundi pour mettre en marche un plan de communication qui existait déjà. Donc ça nous donne une première indication. Ça a précipité quand même. Je pense que le groupe a été un petit peu bousculé hein, dans son agenda social et sa communication. Pour répondre à la question, si vous voulez, j'exagère à peine en disant qu'au moins depuis 2 ans, nous attirons l'attention de la direction à travers les instances, CSEC, sur la situation des sites, en particulier Cholet. On attire l'attention quand on nous présente effectivement un bilan social, un bilan d'activité, et quand vous voyez des productions, vous voyez des effectifs, vous voyez des taux de charge en baisse. Parce que ce qui fait la rentabilité d'un site, c'est son taux de charge. Si vous avez un taux de charge, j'ai entendu le président Ménéo parler d'Avalon, les pneus Laurent, avec un taux de charge, je pense qu'il a parlé de 45%, ben, vous savez, pour un industriel, avoir un outil industriel qui tourne à moins de 70%, il peut se poser des questions. Or, à Cholet, ça faisait des mois, peut-être des années, certaines activités sont tombées à 40-35%. Donc là, on dit, mais qu'est-ce qui se passe? Donnez-nous des réponses. Et c'est ce que disait Valérie. Il a fallu aller jusqu'à un droit d'alerte économique pour essayer d'avoir officiellement des réponses. Parce que des réponses, il n'y en avait pas. Donc est-ce que ça répond à votre question, monsieur le rapporteur ou monsieur le député? Comment il faut vous appeler, monsieur le rapporteur? Voilà, Benjamin. Évidemment qu'on n'a pas l'information officielle, mais on sait capter des signaux faibles qui sont de moins en moins faibles. Et puis, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais pour mobiliser les ressources qu'exige un plan social, on va l'appeler PSE, mobiliser des organismes comme Randstad, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Vous contractualisez un service, parce qu'on a quand même négocié des mesures d'accompagnement qui passent par une obligation de résultat pour cette société Randstad de trouver un CDI pour chacun des salariés licenciés. C'est ce genre de mesures que nous allons nous employer à bien suivre dans le déroulement de ce PSE. Hein. Je voulais juste préciser que ce PSE, nous ne l'avons pas validé. Hein. Les OS n'ont signé que les mesures d'accompagnement. Hein. Nous n'avons pas validé de PSE. Ce PSE, on l'a dénoncé, et il sera dénoncé, en particulier son caractère non fondé de point de vue économique, pour que les salariés puissent
demander réparation devant les prud'hommes. Mais voilà, juste pour donner un élément de réponse, officiellement, on a l'information au même moment que tout le monde, mais c'est évident que quand vous voyez des agents en atelier, et là Nicolas pourra en parler mieux que moi, repeindre des machines 3 fois, 4 fois, faire des activités qui n'ont rien à voir, être complètement inactifs pendant des mois et des mois, et vous passez dans les ateliers et les gens vous disent, bon, on attend juste l'annonce, finalement. Bon, il n'y a rien d'inéluctable, il y a une stratégie qui se déploie, il y a une entreprise qui veut garder la main sur son agenda social et qui a été simplement bousculée par l'annonce de Fabien Roussel. Je vais revenir sur la temporalité et compléter un peu ce qu'a dit José. Je vais parler du site de Cholet. Le site de Cholet, comme le disait José justement, ça fait quelques années quand même, depuis 2019, si on se souvient, 2019, année de l'annonce de la fermeture de La Roche-sur-Yon, un mois auparavant, il y avait eu un article du journal Le Monde qui avait annoncé 4 sites en difficulté en France, dont le site de Catarou, de Cholet, de La Roche-sur-Yon, et le dernier c'était Catarou. Voilà. Donc bon, il ne s'était pas loupé. Derrière, on a fait quand même on a mis en place des actions chez Michelin. Ça a profité un peu, le site est revenu dans des résultats un peu meilleurs. Mais en 2022 a commencé quand même une très forte décroissance et des volumes et des effectifs. Donc là, ça a quand même sérieusement alarmé les représentants du personnel sur le site et en centrale. Sur le site, on n'est pas resté à rien faire. On a proposé à la direction la mise en place d'un groupe de travail pour travailler sur la transformation de ce site pour essayer de le sauver. Parce qu'on sentait que de toute façon, on allait dans le mur. Donc on nous a fait plaisir, on a fait un groupe de travail, on a eu l'aide d'un expert, on a fait 6 réunions pour qu'au bout d'un moment, ce groupe de travail, il est morné, avec un expert qui nous a dit « le central a lâché Cholet ». Donc déjà, en 2023, je pense que ce site, il était déjà sérieusement dans la balance, mais du mauvais côté. Sur la temporalité, après en 2024, on a compris rapidement, enfin, peut-être pas tout le monde, mais quand on commence à connaître un peu la communication de l'entreprise, qu'il se tramait des choses. Ils ont fait toute une communication autour du salaire décent, en faisant des grandes leçons de morale à tout le monde. Mais derrière ce discours, il est passé aussi un petit discours qui n'est pas passé inaperçu pour tout le monde. On n'est pas capable de garantir la pérennité des sites industriels. Donc là, c'était le premier message qui préparait l'opinion publique. Après, il y a eu un deuxième message, celui-là que personne n'a vu, si ce n'est les salariés chez Michelin, qui au mois de juillet, au moment des résultats du premier semestre, il y a eu une vidéo où M. Ménégo expliquait que une entreprise, ça vit, et quand ça vit, malheureusement, de temps en temps, il y a des sites qui ferment. Mais que c'est la vie, hein, et que dans tous ces malheurs, l'entreprise, et en bon paternaliste qu'il est, fait ce qu'il faut pour accompagner les salariés. Donc après avoir préparé l'opinion publique, on a préparé les salariés. Et pour finir, au mois de septembre, à l'Assemblée nationale, donc devant des confrères à vous, à la commission économique, il a expliqué quand même que c'était très très compliqué avec ce qu'il a pu vous dire en amont, avec les graphiques, etc., qu'il avait déjà présenté. C'est sa 4e présentation, j'entendais. Donc il avait fait le tour. Et pour moi, on s'était dit, dès le mois d'avril, comme le disait Valérie, il se prend des choses en France, il faut qu'on agisse parce que de toute façon, on va dans le mur, ça continue. D'où l'utilité de cet outil de droit d'alerte économique. Et je tiens à préciser quand même que c'est la première fois chez Michelin qu'on utilisait cet outil. Dire à quel point le dialogue social, il est ébranlé dans cette entreprise. Hein. Alors qu'avant, si vous vous rappelez un peu, si vous connaissez un peu l'histoire de l'entreprise, ça a commencé en 2014 avec Rouen, où on a réussi à sauver le site via quelque part un pacte d'avenir qui a été déployé après sur le site de La Roche-sur-Yon, de Vannes,
bon, où ça n'a pas porté ses fruits, mais aujourd'hui, force est de constater quand même que Roanne est encore là. Et c'est le site qui bénéficie le plus d'investissement dans le groupe. Donc sur la temporalité, c'était prévu du jour au lendemain, pas du jour au lendemain, comme l'a dit José, quand on fait des contrats avec type Randstad, ça fait déjà des mois qu'ils sont sur le sujet. Et après, sur la deuxième question, c'était sur l'absence des pouvoirs publics. Là, je vais parler à titre personnel. J'ai déjà vécu La Roche-sur-Yon. Et je me souviens, le lendemain de l'annonce, le maire qui est rentré dans le local syndical et qui nous dit « il fallait nous prévenir ». Il fallait vous prévenir. Mais en fait, vous avez contacté Michelin quand il y a eu l'annonce dans Le Monde, et vous croyez qu'ils allaient vous dire que tout va pas bien, c'est compliqué. Non, ils ne vous l'ont pas dit. Nous, on vous l'aurait dit. Donc, j'ai appris la leçon. Et là, l'année dernière, j'ai contacté au mois de juin le maire de Cholet et la présidente de région. Vous nous tiendrez au courant. Donc, il n'y a pas réellement de suivi sur une entreprise quand même qui, vous le savez très bien, sur le bassin d'emploi de Cholet, c'est un très gros employeur. Et moi, ça m'a choqué. Je me permets de réagir personnellement sur ce sujet ô combien important. Vous l'avez dit, ça fait plusieurs années qu'il y a une réduction des effectifs sur le site de Michelin de Cholet. D'un point de vue personnel, ça fait de nombreux mois que j'étais inquiété du sujet. C'est pour ce faire qu'au mois de juillet 2024, j'ai contacté l'entreprise Michelin pour pouvoir les rencontrer et qu'ils puissent répondre à mes questions, sensiblement les mêmes que j'ai posées tout à l'heure à monsieur le PDG. Que les réponses ont été absentes. Et que c'est dans ce cadre-là que j'avais rencontré les syndicats du site de Michelin à Cholet, et monsieur Ludovic Robert était présent une semaine avant l'annonce. Une semaine avant l'annonce. Et nous avions convenu que j'envoie un courrier à la présidente de région, présidente de département, ainsi qu'à monsieur le maire, pour que nous travaillions collectivement à avoir des réponses de la part de l'entreprise Michelin. Donc je crois que, enfin je confirme ce que vous indiquez, tout le monde était inquiet. D'un point de vue personnel, je pensais que c'était plutôt une réduction des effectifs qu'elle ait continué plutôt qu'une fermeture nette. Mais du moins, la stratégie ne me semble pas être, selon moi, une surprise. Et on a eu l'occasion d'en échanger à plusieurs reprises. Et tout à l'heure, il y avait une question de vous, Madame Dossin. Je ne veux pas être porte-parole de mes collègues députés. Qui plus est, beaucoup ne sont pas de mon mouvement politique. Mais je peux vous encourager, chacun et chacune d'entre vous, lorsque vous avez le besoin d'aller frapper à la porte des permanences des parlementaires. Nous sommes là aussi pour accompagner les entreprises, les salariés, les personnes qui en ont besoin. Moi, je ne suis pas porte-parole, mais au moins à Cholet, n'hésitez pas. Monsieur le rapporteur. Je voudrais juste répondre à la question, la deuxième partie de la question. Sur les PSE précédents, qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour éviter... C'était une deuxième partie de question. Il y a un point sur lequel, tout à l'heure, vous en avez parlé avec Florent Ménégo, sur le rechappage. Donc là, vous en avez parlé pour Pneus Laurent, mais c'était exactement la même chose sur le rechappage poids lourd qui avait lieu à Clermont-Ferrand, donc le site sur lequel on a fait un PSE de 155 personnes, je crois, à l'époque. Ça doit être à peu près dans ces ordres-là. Sur le rechappage, ça fait des années que l'on intervient partout pour dire on peut faire quelque chose. On peut tout simplement faire du protectionnisme environnemental. Pourquoi? Parce que les pneus chinois qui envahissent à bas coût ne sont pas des pneus qui font un nombre de kilomètres important. Ils doivent être changés plus souvent. Pourquoi n'y a-t-il pas une loi qui oblige un pneu sur le territoire en poids lourd à faire au minimum un X nombre de kilomètres, qu'ils soient neufs ou rechappés? Parce qu'en plus, ces pneus chinois ne sont même pas rechappables. Donc en fait, on utilise de la matière, on pollue, parce que malheureusement, le pneumatique est un produit polluant. On sait très très mal après le recycler, parce qu'une fois la vulcanisation faite, entre le pneu et la ferraille, ça devient très très compliqué de séparer les deux éléments. Donc pourquoi n'y a-t-il pas
une prise de conscience de se dire, bah, si les Chinois savent faire des bons pneus, bah, ils les importeront, ils nous les exporteront. Mais s'ils n'y arrivent pas, pourquoi ne protège-t-on pas tous les constructeurs européens, hein, pas spécialement Michelin, hein, parce qu'il n'y a pas que nous qui faisons du rechappage. Goodyear fait des rechappages, Bridgestone doit en faire, je ne sais pas où d'ailleurs, mais Goodyear, je suis sûr, c'est à Rion, à côté de Clermont-Ferrand, donc je suis sûr qu'ils en font. Mais ça permettrait quand même d'éviter un PSE demain chez Pneus Laurent, comme ça aurait évité le PSE de rechappage. Donc là, les interpellations qu'on n'arrête pas de faire, que les syndicats font, que les employeurs font, enfin que les dirigeants d'entreprise font, parfois, je pense qu'on n'est pas écouté. Alors pourquoi, je ne sais pas. Mais là, ça paraît juste du bon sens pour la planète et pour notre industrie en Europe. Je vous en prie, Monsieur Tarantini. Merci. Je pense que le président Ménégo a dû l'évoquer devant la Commission des affaires économiques du Sénat, un exemple très clair. Et pour vous montrer aussi qu'on n'est pas contre l'entreprise. Nous, on pense qu'effectivement, il y a aussi de notre responsabilité de dire, oui, aidez-nous, pouvoir public, à limiter le genre de situation comme celle que je vais vous citer. Je pense qu'il a donné cet exemple. Pour fabriquer des pneus, on utilise 200 matériaux. Le pneu, c'est un composite extrêmement complexe. Il y a des produits métallique. On importe de l'acier, donc, pour fabriquer des pneus en France. Et cet acier, on l'importe de Chine, par exemple. Et cet acier, il est lourdement taxé. Donc, première peine, on fabrique, donc d'où le coût du travail et le coût de la production en France, de l'acier importé de Chine, fortement taxé, en tout cas taxé. Pour fabriquer quoi? Pour fabriquer des pneus, des produits finis, qui sont vendus sur le marché européen et qui rentrent en concurrence avec qui? Avec des pneus chinois, qui eux rentrent, deuxième peine, hein, avec des facilités pour des raisons de réciprocité commerciale entre la communauté européenne et puis la Chine. Et je pense qu'effectivement cet exemple il est assez criant, c'est que comment voulez-vous qu'un industriel comme Michelin puisse effectivement se défendre, ou je vais le dire à l'envers, comment voulez-vous qu'il n'utilise pas cet argument pour justifier qu'il ne peut plus fabriquer en France? Alors ça nous dépasse, hein, puisque c'est pas que la France, c'est l'Europe. Et puis il y a plein d'éléments à prendre en compte, surtout quand on voit les pays qui imposent des forts droits de douane pour pouvoir négocier plus facilement des échanges commerciaux. Mais sincèrement, voilà un exemple où nous aussi, représentants du personnel, on aimerait bien soutenir l'entreprise dans cette demande d'une situation plus juste par rapport à des concurrents asiatiques en particulier, qui nous font subir une double peine, importation de matières premières et puis concurrence avec des produits finis qui rentrent sans droit de douane ou avec des droits de douane réduits. Je partage votre avis, on a mis en place le MACF, le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, qui est une bonne idée, qui a vocation quelque part à protéger la production européenne qui est moins émettrice de carbone. Par contre, on n'est pas allé jusqu'au bout. On l'a fait uniquement sur les matières premières et non pas sur les produits transformés. Je pense qu'il faut peut-être réduire la matière première et augmenter les produits transformés. Je partage votre avis et le président Ménégo a abordé d'ailleurs ce sujet par rapport au rapport Draghi. Je pense que collectivement, on doit se saisir de ce rapport-là et avancer pour créer une juste concurrence, quelque part, sans parler de protectionnisme, mais qui évite de mettre des freins, comme vous l'avez présenté, à la production européenne et production française. Je crois que mes collègues députés voulaient prendre la parole. Je vous propose qu'on commence encore par Madame Anne Le Néanf, parce qu'elle est députée de Vannes, et après, avec les autres collègues députés, parce que je crois que tout le monde a des questions. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur. Je suis très, très contente de vous entendre aujourd'hui. J'ai la chance de pouvoir discuter avec certains d'entre vous sur le site de Vannes, mais de vous entendre en audition, en commission d'enquête, ça a vraiment du sens. Et j'ai une pensée, évidemment, pour les salariés de Vannes, je veux le dire. Ils sont d'un courage extraordinaire, d'une dignité, tu l'as dit tout à l'heure. Et je veux leur dire qu'on est à leur côté. C'est très important aussi de le dire publiquement. Parce qu'ils sont la ville de Vannes, ils ont construit la ville de Vannes. Et donc, on les accompagnera et ils peuvent compter sur chacun d'entre nous. J'ai deux questions à vous poser. On a justifié, enfin le président directeur général a dit, et on nous l'a dit, nous, aux élus locaux, que Cholet, la décision de fermer Cholet et Vannes était notamment liée à l'urgence
par manque de compétitivité, de productivité, et que c'était pour éviter à moyen terme une hémorragie, en fait, quelque chose de beaucoup plus grave pour le groupe. J'aimerais bien avoir votre analyse là-dessus. Est-ce que vous y croyez, vous, à CITD, qu'il faut fermer 2 sites parce que économiquement, derrière, ça va rebondir et que ça ira beaucoup mieux pour le groupe Michelin? Ça m'intéresserait beaucoup d'avoir votre analyse. Et la deuxième, comment vous jugez l'accompagnement des salariés de Cholet et de Vannes de l'intérieur en tant que syndicat, représentant syndicat, l'accompagnement des salariés par le groupe, mais également l'accompagnement des pouvoirs publics dans ce moment de crise, on peut dire? Comment vous le jugez, cet accompagnement? Je voudrais juste vous répondre sur le premier point, sur la fermeture en urgence de Vannes et Cholet. D'abord, je pense qu'on l'a rappelé, mais peut-être le rappeler encore. Ces 2 usines étaient rentables, mais pas assez, avec un seuil de rentabilité autour de 9-10, alors que l'entreprise vise 14. Donc déjà, l'urgence à fermer, on peut se poser la question, et on l'a rappelé tout à l'heure, c'est aussi une histoire de stratégie. Maintenant, est-ce que fermer Vannes et Cholet va arrêter l'hémorragie? Alors là, on a été plusieurs tout à l'heure à vous faire part de notre inquiétude sur ce qui se passe chez Michelin. Monsieur Ménégo lui-même a parlé de l'usine d'Avalon Pneus Laurent. Je ne l'ai pas entendu dire, ça y est, l'hémorragie est arrêtée, les plaies sont fermées, maintenant il n'y a plus aucun risque pour l'industrie en France. Au contraire, nous on est vraiment inquiets. On a des signaux faibles. Alors, on a parlé de Pneus Laurent qui a une croissance, enfin une production qui diminue. Mais en fait, quand on discute avec nos collègues dans les autres sites, à part Bourges qui fait des pneus avions, je crois que tout le monde nous dit on est inquiet. On est inquiet. Il va se passer quelque chose. Et ça, c'est des signaux faibles dans l'industrie, mais on a aussi des signaux faibles dans le tertiaire. On a des sites qui sont envoyés à Bucarest en Roumanie. On a des activités qui sont envoyées en Roumanie à Bucarest. On a des activités qui sont réorganisées. On nous annonce un grand plan de réduction d'économie sur 500 millions hein, sur 2 ans, 250 en 2025, 250 en 2026. Alors, je vous pose la question, vraiment, est-ce que la fermeture de Vannes et Cholet a arrêté l'hémorragie ? Alors nous, on considère, en tout cas nous les élus de la CFE-CGC, on considère que non. Ce serait plutôt le début. Parce que, juste pour rebondir, on n'a même pas démarré le déploiement, à peine signé, 24 mars, les mesures d'accompagnement. Réunion importante à l'usine de Troyes. Bon, spécialisée dans les pneus agricoles. Les pneus agricoles... Donc, marché un peu cyclique, mais Michelin, dans les bonnes années, on pouvait fabriquer et vendre dans le monde 500 000 roues motrices. Et les pneus agricoles, c'est soit des petits, soit des gros. Donc, pneus à l'arrière pour les gros tracteurs, on pouvait vendre 500 000 roues motrices. Je pense qu'on est tombé en dessous de 100 000 ces dernières années. Et là, réunion un peu d'urgence hein, à Troyes pour parler d'un APC. Avec la visite du grand chef de la ligne produit qui s'occupe de l'agricole, et qui a dit une formule malheureuse, c'est 100 ou 600. Hein. 100, c'est les salariés concernés par les équipes de fin de semaine, pour lesquels il faut prendre une décision, parce que comme la production ne suit pas, il faut réduire la production, et donc on veut éliminer ces équipes de fin de semaine, 100 personnes. Ou alors 600, c'est l'effectif du site. Donc est-ce que c'est une menace à peine voilée, 100 ou 600 ? Donc on est en train de négocier cet APC, dont on nous a dit, puisqu'on est accompagné par un expert, comme on a répondu, et par les avocats, il n'y a pas pire qu'un accord de performance collective. Hein. Ça, bon, on ne va pas entrer dans les détails techniques, mais tout le monde nous dit qu'il ne faut surtout pas signer un truc comme ça. Quoi. Donc oui, on est inquiet, parce qu'il y a des activités. Le puits, Florent Ménégo vous a parlé, on a pas assez anticipé la robotisation, je crois qu'il vous a dit il y a 1 heure. Ben, allez voir, au puits, vous allez voir les robots qui ont été installés. Là, il n'y a pas mieux, hein. Comme automatisation du process de fabrication des pneus génie civil. Et ben maintenant, le site du puits est sur la sellette, des baisses d'activité. Enfin, oui, on est inquiet, parce qu'à part Bourges, peut-être Roanne, qui a été cité, et je crois que le président Ménégo, devant la commission des affaires économiques, a parlé de 8 sites en France qui ne sont pas rentables, il me semble qu'il l'a dit. Donc personne ne lui a posé la question, mais c'est lesquels ?
Parce que là aussi, on aimerait bien savoir, non pas pour, comme dit Valérie, se mettre devant, se préparer psychologiquement face à quelque chose d'inéluctable. Non, mais qu'est-ce qu'on fait pour essayer de sauver? Qu'est-ce qu'on fait? Des productions, quand on a plusieurs usines en Europe ou dans le monde qui fabriquent les mêmes types de produits, ben oui, c'est des choix stratégiques, géopolitiques, qui s'appuient sur d'autres éléments, de fabriquer là ou là-bas. Et ben nous, on défend la France. Et on défend l'emploi en France. La France a plein d'atouts, des talents, et il y a plein de raisons de se dire que ça vaut le coup de se battre. Excuse-moi, je suis trop long. Pas de souci, je sais. Non, pour répondre précisément, enfin en tout cas je vais essayer sur ce qui se passe et l'accompagnement des salariés sur le site. Alors moi je pourrais parler que pour Cholet et pas de Vannes, désolé. Je trouve que déjà le fait que l'accord soit signé, on a retrouvé une sérénité, si je peux dire ça comme ça, mais on sait où on va maintenant, malheureusement, ça sera pour beaucoup en dehors de Michelin. On est plutôt accompagné par Randstad, on en a parlé juste avant. Donc ça c'est important, c'est bien. Et l'autre partie de votre question, c'était les pouvoirs publics. Alors moi je trouve que au moment de l'annonce, on a été, enfin en tout cas la CFDT estime qu'on a été plutôt écouté et suivi par nos députés, M. Massiglia notamment, mais aussi nos sénateurs, je pense à M. Blanc. Maintenant, ils font comme ils peuvent avec les moyens qu'ils ont. Mais je pense que oui, on a été accompagnés. Maintenant, le résultat, il est là. Vas-y. Juste compléter, nous, on parle que pour les salariés Michelin. Il ne faut pas oublier les sous-traitants, les gens qui travaillent dans l'entreprise, des Richebourg et d'autres honnêtes et d'autres salariés qui, malheureusement, même s'ils ont un plan social, à mon avis, ne sera pas à la même hauteur que pour les salariés. Et donc, bien évidemment, quand on ferme un site, il faudrait aussi que les employeurs pensent à tous ces sous-traitants, parce que c'est facile de dire il y a 1254 suppressions d'emplois. En fait, il y a plus de 1254 suppressions d'emplois dans la réalité. Voilà, non seulement les emplois induits, mais même les emplois directs. Je veux dire, que ce soit les gardiennages, que ce soit le nettoyage, que ce soit les espaces verts, tout ça, c'est sous-traité. Donc, les intérimaires, NJ. Donc, voilà, c'est ce que je veux dire, c'est que ça, sans doute, il y a au moins 200 à 400 personnes de plus que ce qui est annoncé dans la réalité. Je n'ai pas de chiffres, on n'a pas fait le détail, mais je pense qu'on ne doit pas être très loin. Et juste pour répondre, est-ce que la fermeture de Vannes et Cholet suffira? Non. Je vois pas. Enfin, je réponds très franchement, non. Si on n'arrive pas à se mettre autour d'une table et à vous dire, comme je vous l'ai dit au début, qu'on fait un contrat social où on est a priori tous d'accord ici, mais le problème c'est comment y croire aujourd'hui. C'est ça notre vrai problème. Il faut que l'entreprise vienne avec une vraie responsabilité sociétale. Parce que nous, on a quoi? Notre pouvoir de dire aux salariés, il va falloir faire des efforts, mais faire des efforts pourquoi? C'est ça le vrai problème. S'il y a un contrat social où on dit aux salariés, vous faites des efforts et on pourra vous garantir, jamais totalement, parce qu'il y a toujours l'imprévu qui pourrait arriver. On voit dans le monde dans lequel on vit, on ne sait pas ce qui peut se passer. Mais au moins qu'il y ait un contrat social qui dit s'il n'y a pas d'imprévu, voilà, ok, il y aura une baisse d'effectifs parce qu'on a besoin de retrouver de la productivité de tel style, on vous demandera de faire tel effort, mais en contrepartie, vous saurez que pour les 3, 5 ans, 10 ans qui viennent, vous êtes sûr d'avoir une activité chez Michelin. C'est quand même vachement... Ça c'est un vrai plus. Aujourd'hui, on n'a pas ce type de contrat social avec l'entreprise. Et donc, de dire aux gens, dire aux salariés, on va se mettre autour de la table, on va vous demander des efforts, mais peut-être que dans 1 an et demi, on va vous annoncer la fermeture, ben, c'est pas très porteur. C'est compliqué pour nous. Et nous, on fait quoi? On laisse faire, on attend, et on attend qu'on annonce le prochain PSE. Ben, je ne sais pas si vous avez des idées, nous on est preneurs. Il nous reste que 10 minutes, mais il y a au moins 3 questions. Est-ce que vous serez d'accord qu'on puisse déborder un peu l'horaire qui était prévu? D'accord. Ce que je vais faire par contre par rapport à mes collègues députés, parce que peut-être certains ont des engagements à 18h30, si un de vous a des engagements à 18h30, qu'il lève la main, comme ça il sera prioritaire pour poser la question. Allez-y madame, merci. Merci Monsieur le Président. Alors, moi, quand je vous écoute, j'ai l'impression de revenir en arrière, parce que je suis Estelle Mercier, députée de Meurthe-et-Moselle, et j'ai assisté à la fermeture du site Kléber à Toul.
800 ouvriers, 800 salariés, pas que des ouvriers. Et ça s'est passé exactement de la même manière. Pendant des mois, on a fait croire que tout allait bien en investissant dans l'entreprise et dans le site. Alors, ce n'était pas Michelin, c'était Kléber, mais c'était le groupe Michelin. Et puis, au dernier moment, ils ont appris par la télévision, sur France 3, qu'on fermait le site, ce qui a généré d'ailleurs énormément de manifestations et de colère de la part des salariés. Donc, j'ai l'impression que 2008, ça fait déjà presque 17 ans plus tard, on a les mêmes méthodes et la même façon de faire, c'est-à-dire que, je ne sais pas, hein, c'est mon ressenti, finalement, dans le dialogue social qui est mis en place, on cache des choses, ou on dissimule, ou on ne dit pas jusqu'au dernier moment. Et en fait, finalement, l'annonce est d'autant plus brutale que même si vous alertez, même si vous posez des questions, vous n'avez pas forcément la réponse à vos questions. Donc je trouve qu'on ne progresse pas énormément sur ce sujet. Ma question elle va plutôt porter sur l'évolution justement du dialogue social au sein de l'entreprise, puisque on a eu des évolutions majeures en termes de fusion des IRP notamment, et la création de ces fameux CSE. Certains nous disent que cette évolution-là, législative du coup, depuis 2017, amène à un dialogue social un peu, des fois hors sol, un peu centralisé. Et donc là, pour le coup, sur Cholet et Vannes, du coup, comment est-ce que vous avez pu participer, ou comment est-ce que ça s'est organisé en amont finalement des alertes, le dialogue, notamment en termes de dialogue économique, c'est-à-dire quel peut être l'apport des organisations syndicales, des représentants du personnel dans le dialogue qu'il doit y avoir entre l'employeur et les organisations syndicales ou les représentants pour parler justement de ces sujets de stratégie, de propositions pour faire évoluer les évolutions sur un site, comme vous avez l'air d'être extrêmement force de proposition, et d'ailleurs c'est assez remarquable. On ne peut pas dire que vous soyez uniquement dans l'opposition, mais au contraire, vous avez émis et dit que vous aviez des propositions à faire, mais finalement, vous nous dites que vous avez eu peu de retours ou de réponses par rapport à ça. Donc je voulais avoir votre avis sur l'évolution de ce dialogue depuis, on va dire, une bonne dizaine d'années. Je me permets, peut-être, je crois que M. Courbon aussi doit y aller, donc peut-être aussi vous poser votre question. Ah, vous avez du temps? Alors, allez-y, je vous en prie, répondez si vous êtes d'accord. Bon, je vais prendre la parole du coup. Oui, effectivement, comme vous le disiez, comme j'en ai parlé tout à l'heure, on va dire depuis 2014, donc on tombe dans la dizaine d'années que vous citez. On a eu un tournant dans le dialogue social dans l'entreprise avec un site à Roanne, où effectivement les représentants du personnel du site avaient senti que cette usine allait mal et était condamnée s'il ne faisait rien. Donc effectivement, on a à l'époque sur ce site challengé l'entreprise, et c'était nouveau de challenger l'entreprise à ce point-là. Et ils ont réussi, en travaillant ensemble, à trouver une solution qui est pérenne, puisque aujourd'hui on continue à investir sur ce site. Donc effectivement, la co-construction, puisqu'on peut appeler ça comme ça, et dans ce que je disais tout à l'heure, je parlais de construction collective, on est vraiment au cœur. Ça a porté ses fruits. Ça a été dupliqué par la suite en 2016 à La Roche-sur-Yon, où il y a eu un pacte d'avenir, on avait appelé ça comme ça, on appelait ça aussi France Compétitivité Industrie, qui avait, comme le disait Laurent, aujourd'hui, on ne voit pas de contrepartie. À l'époque, il y avait des contreparties. Quand on a négocié La Roche-sur-Yon, le pacte d'avenir, il y avait des investissements à l'époque à hauteur de 100 millions d'euros. Il y avait 100 embauches. Ils sont revenus 2 ans plus tard en réduisant la voilure et pour finir que de toute façon le site ils l'ont fermé. Mais on a gagné un peu de temps. Après, ça a été fait aussi sur Vannes, où effectivement, j'ai souvenir d'avoir échangé avec un délégué il y a peu de temps qui disait si on n'avait rien fait, effectivement on aurait fermé peut-être depuis un moment déjà. Donc ça donne de l'air, ça ne sauve pas nécessairement les sites, mais ça donne de l'air. Là, le dialogue social, on va dire depuis maintenant quasiment 2 ans, pour moi il est en panne. Et j'avais écrit un tract, c'était en début d'année dernière, milieu d'année dernière, où je disais justement que ce manque de dialogue social, dans un contexte actuel, c'est une faute. C'est une faute. On ne fait rien, on laisse faire. La co-construction, elle avait porté ses fruits. Elle a permis d'éviter un PSE à 3 sur la partie mélangeage.
où on a négocié une fin d'activité plus douce pour permettre aux salariés d'avoir une transition moins rapide. Là, aujourd'hui, c'est non seulement rapide dans les faits, parce qu'on ne nous prévient absolument pas, on nous ment même parfois, hein, puisque pour reprendre le droit d'alerte qu'on avait diligenté, Michelin a été obligé évidemment de fournir une vision à 3 ans, à 5 ans pour les sites, et pas me dire qu'au mois de juin, quand on nous a donné le rendu de droit d'alerte, ils ne savaient pas qu'ils allaient fermer au mois de novembre. Ça sera un mensonge. Donc en plus, on nous ment. Et je passerai sur le fait qu'on ne pouvait pas transférer ces activités sur le site d'Holcim et de Cuneo, où là, on a découvert au moment de l'annonce qu'effectivement, on transférait des productions tourisme vers d'autres sites européens pour pouvoir fabriquer de la camionnette sur ces sites en plus. Donc on nous ment. Et sur la co-construction, effectivement, aujourd'hui, on sent qu'il n'y a plus de volonté de partage de l'entreprise pour éviter les fermetures. Et ça, c'est catastrophique. Et je vais reprendre ce que disait Laurent tout à l'heure, et José a complété aussi, c'est ce projet Michelin Industrie France 2030, comme ils ont appelé. Donc nous, on avait déjà demandé il y a quelques mois, et Laurent et José, pour leurs organisations, avaient abondé dans ce sens, de travailler sur quelque chose en France, parce que sinon, on va à la perte de nos usines. Donc ils ont annoncé effectivement ce projet, co-construit avec les OS. Donc ça, c'était le 5 novembre. Le 28 février, ils annonçaient un APC, donc un accord de performance collective à 3 de manière unilatérale. Où est la co-construction? Il n'y a aucune volonté de co-construction aujourd'hui dans l'entreprise. Et ça, c'est pas du tout un bon signal pour les salariés qu'on représente. Je vais essayer. Je vais compléter ce qui vient d'être dit sur le dialogue social. Le dialogue social, il a débuté chez Michelin avec les 35 heures. Ça nous a créé Sud, mais ça, c'était l'histoire ancienne. C'est pour mettre un peu d'humour dans le truc. Non, mais c'est pas grave, hein, on s'entend bien, hein, c'est passé. Non. Ça s'est créé donc avec... Excusez-moi, je vous coupe. Je vous rappelle que vous avez juré de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Juste, je rappelle ça comme ça. Je dis que la vérité. Donc voilà, ça s'est créé au niveau des 35 heures. À ce moment-là, il y avait Édouard Michelin, et c'est Édouard Michelin qui a tout fait pour que le dialogue social améliore. Je vous rappelle qu'on vient de François Michelin, paternaliste. On ne peut pas dire que le syndicalisme était forcément sa tasse de thé. Donc voilà, donc le dialogue social a évolué. Il a effectivement évolué, et c'est vrai que depuis quelques années, le dialogue social va moins bien. J'avais répondu à une question qui avait été posée, où on nous demandait dans le questionnaire qu'on avait reçu, qu'est-ce qu'on pensait du dialogue social. Et ce que je réponds, c'est le dialogue social, il est facile quand on est en croissance, quand on est en développement. C'est-à-dire qu'on acquiert de nouveaux droits. C'est-à-dire qu'on va avec l'entreprise et les deux parties ont un intérêt commun à ce que ça aille vite, parce que les salariés doivent être motivés, doivent être engagés pour le développement de l'entreprise. Et bien évidemment, le salarié en retire les fruits avec des augmentations de salaire, avec des vacances supplémentaires. C'est facile. C'est beaucoup plus compliqué quand on est dans du dialogue social pour de la fermeture ou de la diminution de salariés. Parce que forcément, nous, on se trouve déjà un peu en porte-à-faux, parce qu'on représente les salariés, et on leur dit on va les discuter, mais on sait pertinemment que dans les discussions, il y a potentiellement un risque qu'on va nous annoncer des baisses d'effectifs. C'est compliqué d'y aller avec cet argument-là, parce qu'il va falloir expliquer aux salariés que on va peut-être l'accepter parce que potentiellement, ça permet à l'entreprise de continuer d'exister. Mais ce n'est pas ce qu'ils nous demandent. Celui qui va être licencié va nous dire en fait, j'ai l'impression d'avoir été trahi. Donc c'est compliqué. Je voulais juste revenir sur le deuxième thème, parce que c'est important. C'est la professionnalisation des élus. Les ordonnances Macron ont provoqué la professionnalisation des élus. Et malheureusement, ça, c'est terrible. Pourquoi c'est terrible? Parce que, ont été supprimés les délégués du personnel.
Les délégués du personnel, il y en avait énormément chez nous. Il faut savoir que sur un site comme Clermont-Ferrand, il devait y avoir peut-être 200 délégués du personnel. Vous allez me dire, ouais, mais qu'est-ce qu'ils faisaient? Eh bien, ils alertaient sur tous les signaux faibles, toute l'ambiance qui se dégradait dans un service, tout ce qui pouvait se passer sur 10 000... Nous, on a 10 000 salariés à Clermont-Ferrand. On est 70 élus, donc 35 qui ont des heures de délégation, et 35 qui n'en ont pas. Et sur les 35, il faudrait qu'on sache tout ce qui se passe dans les 10 000 salariés. Et ces signaux faibles-là, ils ne remontent pas. Et c'est pareil dans les sites industriels. Parce que forcément, moins vous avez d'élus, moins vous avez de signaux faibles qui remontent, et plus, malheureusement, les situations conflictuelles se développent et ne peuvent pas être arrêtées avant le développement de la situation conflictuelle. Donc, malheureusement, oui, il faut le dire, et là, vous en êtes là, c'est directement de votre responsabilité. Les CSE, alors il y a quelques bons côtés, on ne va pas dire que tout est négatif, loin s'en faut, mais il y a là ce problème en fait de moyens qui ont été enlevés aux organisations syndicales nous pose problème. Il nous pose un deuxième problème. Tout à l'heure, tout au début, j'ai dit que c'était bien que ce soit des organisations structurées, qui soient à la tête, enfin, qui soient dans les conseils de surveillance et compagnie. Le problème, c'est que moins on a de moyens, moins on arrive dans notre organisation propre, c'est-à-dire nous remonter dans notre hiérarchie syndicale, d'avoir le temps de faire du débat. Parce que c'est aussi avec le débat avec les autres entreprises, avec les autres responsables, que l'on amène des solutions à l'intérieur de notre entreprise. Si on reste enfermé dans notre entreprise, on tourne un peu en rond. Et ça, aujourd'hui, on n'a malheureusement plus les moyens de le faire. Il faut le dire, on n'a plus les moyens de le faire. Voilà, donc ce que je voulais dire, c'est le dialogue social, il patine. Et en plus, on a de moins en moins de moyens. Et on a la professionnalisation des élus, c'est ce qui est terrible en plus, c'est qu'ici, tous ceux qui sont autour de la table, là, ils sont quasiment temps plein, quoi. Je veux dire, on est temps plein syndical, mais ça veut dire qu'on s'est éloigné des salariés. On a des réunions tout le temps, entre CSE, CSEC, CSSCT, les groupes de travail, machin, mais on passe notre temps en réunion, en fait. Et on n'est plus au contact des salariés. Les salariés nous disent, mais qu'est-ce que vous faites? C'est ça qui est terrible. Et alors que nous, on a l'impression de courir après le temps, un peu comme vous, sans doute. On a à peu près le même problème. Merci beaucoup. On va alterner les partis politiques qui prennent la parole. Alors, sans vouloir vous mettre la pression, je vois le temps qui passe, encore plein de questions. J'en ai pour 10 secondes. Je voudrais juste vous donner un exemple du dialogue social chez Michelin. Le 2 avril, l'entreprise a annoncé en communication, par le biais de la communication interne, que le télétravail passait de 3 jours à 2 jours dans le monde entier chez Michelin. Le 17 avril, les négociations commencent autour de qu'est-ce qui va se passer, que va devenir l'accord télétravail chez Michelin. Voilà, on parlait de temporalité tout à l'heure. Voilà l'état du dialogue social chez nous. Monsieur Dessigny, je crois que vous vouliez poser une question aussi. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames, Messieurs les représentants syndicats. Merci d'être ici parmi nous. Et c'est important, effectivement, comme l'a répété Monsieur le rapporteur tout à l'heure, de vous auditionner et d'autant plus intéressant de vous auditionner après avoir entendu votre patron, votre président, directeur général. Vous le disiez tout à l'heure, on fait un peu le même... on a un peu la même, on génère un peu la même vision, qu'on soit député ou représentant syndical auprès des salariés et auprès de la population. Et on a parfois, ce que j'ai ressenti un petit peu chez vous aujourd'hui, un sentiment d'impuissance, un sentiment que une fois qu'on arrive, qu'on est autour de la table, les négociations en fait sont déjà terminées et la décision est déjà prise et irréductiblement, on peut rien faire de plus. Irrémédiablement, parce que irréductiblement, justement, c'est la manière dont on doit continuer à se battre pour justement ne pas laisser les choses aller jusque-là. Pourtant, vous parliez à juste titre tout à l'heure, je crois, Madame, de la vision commerciale internationale d'une entreprise comme Michelin. Moi, j'ai le cas sur ma circonscription de Mondelez, qui est donc les biscuiteries. Chez nous, on a sur le site de Château-Thierry l'usine historique de Belin,
qui a fermé, et une fois qu'on a appris la fermeture, en réalité, c'était déjà plié, et il y avait déjà plus possibilité de négocier, puisque la décision ne venait pas, on l'a compris rapidement, de France, mais directement de Mondelez International aux États-Unis. Donc, on n'a plus la main dessus, et il est impossible de faire quoi que ce soit. Le site va être délocalisé, je schématise à peine, va être délocalisé en Tchéquie, pour la plupart de ces lignes de production, et donc une fois cela fait et dit, nous comme vous, on n'a plus la main pour faire quoi que ce soit. Donc moi, ce que je voudrais vous poser comme question, vous de l'intérieur, effectivement vous parliez de signaux faibles, mais j'ai l'impression que ces signaux faibles, quand ils arrivent, il est déjà là aussi trop tard, puisqu'on parle d'erreurs parfois stratégiques commerciales, de positionnement de niche, comme vous disiez Madame Dossin, de positionnement de niche. C'est le cas aussi qu'on a eu, c'est pour ça que c'est très représentatif, parce que c'est exactement le cas qu'on a eu aussi à Château-Thierry, où on nous a dit on va arrêter de faire de la mise en boîte de gâteaux parce que en termes de main d'œuvre ça coûte trop cher, on va faire que 2 ou 3 lignes de production spécifiques, ce qui est d'autant plus facile après à délocaliser, puisqu'une fois qu'il n'y a plus que 2-3 lignes par rapport à une gestion plus complexe, on peut délocaliser plus facilement. Donc le problème, il n'est pas d'aujourd'hui. La stratégie, elle a été mise en place de désindustrialisation globale sur le territoire français depuis des décennies. Aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai posé la question à votre président directeur général tout à l'heure, quels sont, d'après lui, les freins à la réindustrialisation et au maintien de l'industrie sur le territoire. Question que j'avais déjà posée au directeur de Business France quand je l'ai auditionné dans une autre commission, et qui m'avait répondu la même chose. En fait, c'est sur transposition des normes, beaucoup de problèmes au niveau des normes, le coût de l'énergie, d'autant plus depuis qu'on est sur le marché unique européen, et le coût salarial. Donc, face à ça, nous, effectivement, on mène des commissions, on mène des auditions pour essayer de trouver des solutions, mettre en place des stratégies, mais vous l'aurez compris, c'est plus au niveau déjà européen. Donc, on a également ce sentiment d'impuissance qui est peut-être pas une fatalité, mais qui est une réalité en tous les cas. Quelle est, d'après vous, d'après votre vision, Monsieur Nicolas Robert, vous disiez que vous en étiez à votre 2e, 3e PSE. Quel est, d'après vous, l'avenir de l'industrie d'une entreprise comme Michelin? Est-ce que l'entreprise a déjà acté la fermeture, dans votre esprit, a déjà acté la fermeture définitive de tous les sites de production en France pour les délocaliser ou dans l'Est de l'Europe ou ailleurs dans le monde? Ou est-ce qu'il y a encore possibilité de sauver quelque chose, de sauver des sites? La question, comme dit José, n'est pas simple. Après, effectivement, il y a une stratégie qui est en place. Maintenant, vous savez, dans nos organisations syndicales, on a parfois des gens qui disent de toute façon, tout est déjà écrit depuis 10 ans. Je ne suis pas d'accord. Parce que aujourd'hui, qui aurait pu prévoir le Covid? Qui aurait pu annoncer la guerre en Ukraine? Il y a un contexte géopolitique ou autre qui parfois bouleverse aussi certaines décisions. Mais une chose est sûre, c'est que la France aujourd'hui, telle qu'on la voit, et avec la volonté de dialogue social que nous montre aujourd'hui l'entreprise, les sites sont mal partis. Et j'ai échangé la semaine dernière avec le directeur industriel du site de Troyes, qui me disait il faut que les salariés français s'adaptent. Ok, ils s'adaptent, mais il y a des contreparties. Et on citait l'exemple de Vannes. Je dis mais Vannes, d'accord, on s'est adapté, comme à La Roche-sur-Yon, n'importe où, parce qu'en face, il y avait des contreparties. Hein. On se dit, bon ben voilà, il y a des investissements, donc ça va potentiellement, je dis bien potentiellement, pérenniser le site et apporter peut-être 2, 3, 4, 50 pérennités supplémentaires. Aujourd'hui, on a l'impression que, parce que là je ne leur demandais pas en jeu, j'aurais dit 2 ans. Est-ce qu'on est capable, avec cet APC, de garantir, par exemple, sur le site de Troyes, une vision à 2 ans? Non. Donc on nous demande, à nous, représentants du personnel, de nous engager quelque part, alors que derrière, il n'y a pas d'engagement. Donc c'est quand même très, très, très compliqué. Comme je leur ai rappelé, on est le corps intermédiaire. On est des facilitateurs, des médiateurs. Hein. Ceux qui font
qu'on passe d'une situation A aujourd'hui à une situation B demain, mais surtout dans un contrat gagnant-gagnant. Ce n'est pas gagnant l'entreprise et perdant le salarié. Et ça, aujourd'hui, et c'est ce qui me fait peur aujourd'hui avec l'entreprise et cette rupture du dialogue social. C'est qu'on nous a pondu, comme je le disais tout à l'heure, un projet France 2030 co-construit, et on commence déjà sur le site où on était le plus inquiet, parce que pour revenir un peu sur l'historique du droit d'alerte, l'année dernière, moi et Laurent, on avait décidé de ne pas mettre 3 dans le droit d'alerte parce que ça ne nous paraissait pas pertinent tout de suite. Finalement, on voit que quelque part, on s'est trompé. Peut-être qu'il aurait fermé. Et peut-être qu'il aurait fermé, si ça se trouve. Donc c'est quand même très, très, très compliqué. Les signaux faibles, il y en a beaucoup. Et aujourd'hui, les représentants du personnel, on est des formidables capteurs. Peut-être plus qu'avant, et c'est pour ça que le dialogue social aussi a un petit peu évolué, pas dans la bonne direction. C'est que l'information circule. On a le réseau que l'on a. Moi, ça fait 43 ans que je travaille chez Michelin, donc on connaît un peu de monde. Vous avez des cadres groupes qui ne croient plus trop à la stratégie, parce qu'elle montre ses limites. Donc on capte beaucoup de choses. Mais sur un site industriel, vous voyez les niveaux de production, les effectifs, les taux de charge, même les mutations. Telle personne qui est mise dans tel service, on dit « Tiens, c'est bizarre. On dirait que là, ils mettent quelque chose de temporaire. » Il y a plein de signaux. Donc on fait remonter. On pose des questions, il y a des instances pour ça, on pose des questions, et là, il n'y a pas de réponse, ou des réponses évasives. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Je pense que c'est un encadrement qu'il faudrait. Les pouvoirs publics qui aident, de l'activité partielle, et ça aussi, c'est un signe. On arrête l'activité, et ça, c'est les pouvoirs publics qui financent quand même, hein. C'est du chômage technique, enfin, il y a plein de formules où on pourrait peut-être légiférer en se disant, bon, on va mettre en place... Non pas un encadrement, il ne s'agit pas de faire de l'ingérence, mais quand même de se dire, vous nous demandez de l'aide, on va peut-être regarder où est-ce qu'on va. Est-ce que c'est conjoncturel ou est-ce que c'est pour préparer l'avenir? Nous, on a le sentiment, moi on n'est pas dans le secret des dieux, mais il suffit encore une fois de lire et d'entendre ce que disent nos dirigeants. Encore une fois, le président de il y a 8 sites en France qui ne sont pas rentables, ben oui, on se dit, peut-être en 2030, il restera 2-3 sites, c'est tout, quoi. Très spécialisés, parce que des productions et du savoir-faire difficilement exportables, mais ça ne va pas nous faire beaucoup d'emplois industriels, hein. Et les conséquences sur le tertiaire. Clermont-Ferrand travaille énormément en soutien à l'activité industrielle dans le monde. Donc oui, vous nous voyez très inquiets, même si ça ne nous empêche pas de nous battre tous les jours, mais sincèrement, ça devient extrêmement compliqué, hein. Et on voit une entreprise qui semble plus se préoccuper finalement de l'opinion, je ne sais pas comment l'exprimer, mais on a ce sentiment de ne pas être écouté, de ne pas être pris au sérieux, d'être mis, vous l'avez dit, on vient à la table de négociation, vous pouvez changer de virgule et puis ça ira bien, quoi. C'est un sentiment très, très désagréable. Mais on continue. The last but not the least, comme on dit bien en français, Monsieur Courbon. Merci, Monsieur le Président. Voilà, l'heure tourne et donc je vais être extrêmement bref. Vous avez parlé, et effectivement, merci de vos témoignages qui étaient non seulement concrets, mais aussi avec une forte charge émotionnelle. Et c'est aussi important qu'on fasse entrer un peu d'humanité ici à l'Assemblée nationale et qu'on parle concrètement que derrière un plan social, il y a des vies brisées, je reprends vos termes, Monsieur Robert, des familles qui vacillent et des territoires qui s'appauvrissent. Je trouvais que c'était le bon triptyque à rappeler. Vous avez parlé, et on a parlé là depuis 2 heures, donc de la vie de l'entreprise, des choix stratégiques, de ses conséquences, du dialogue social. Une dimension du travail de notre commission d'enquête, c'est les éventuelles défaillances des pouvoirs publics. Vous avez parlé, toujours Monsieur Robert, d'une forme de passivité des pouvoirs publics, avec des termes aussi forts là, que j'ai notés, des préfets absents, des DRETS qui se comportent comme des greffiers administratifs, et que finalement seule l'inspection du travail peut être un acteur de poids, avec toutes les limites, étant donné la situation que l'on connaît de l'inspection du travail au niveau national. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de votre relation avec les pouvoirs publics en amont des plans sociaux, pendant les plans sociaux et après, en particulier dans le cadre du travail de revitalisation des territoires?
Et est-ce que, au-delà voilà, du seul dialogue social propre à l'entreprise, est-ce que pour celles et ceux qui ont connu plusieurs PSE malheureusement, comment vous pouvez qualifier l'évolution de cette implication ou de ce retrait ou de cette passivité des pouvoirs publics dans l'accompagnement des PSE? Alors, en amont, on a très peu. Donc, comme je le disais, on a eu M. Massiglia qui est venu plusieurs fois, mais on a très peu de contacts. Évidemment, pendant, on en a beaucoup plus. On a même beaucoup de monde. Et après, je dirais que ça peut être un peu brutal. Je vais prendre l'exemple d'une commission qu'on a à la sous-préfecture. On sent qu'une fois que le PSE finit, c'est comme si on fermait un livre et que nous, organisation syndicale, on n'avait plus trop de rôle. Voilà, monsieur, madame Michelin va négocier directement avec les acteurs locaux, et puis voilà, nous, rien. On a très peu de vision, en tout cas. Voilà en synthèse, ce que je peux vous dire. Sur l'expérience que j'ai, alors, ce que j'ai dit aussi, c'est que dans notre organisation pure CFDT, c'est souvent les unions régionales interprofessionnelles qui reprennent la main, puisqu'une fois que l'entreprise n'existe plus, il n'y a plus de DS, donc il y a forcément plus de ça. Donc c'est les unions régionales interprofessionnelles. Je pense par exemple au cas de Tours, où en fait la revitalisation de Tours est très 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 longue. Si vous passez à côté de Tours, il n'y a toujours rien. Ça fait quand même 10 ans. La Roche-sur-Yon, c'est une friche. Tours, c'est une friche. Poitiers, on vient de fermer le magasin. On avait laissé un magasin, c'est une friche. Il n'y a rien sur le territoire où il y avait l'usine. Donc oui, sur le territoire, Michelin crée des emplois, enfin amène des moyens de créer des emplois. La question, c'est toujours, est-ce que ces emplois ont été créés sans l'aide de Michelin, ou est-ce que c'est l'aide qui fait que les emplois sont créés? En plus, ça, c'est difficile à dire. Hein. Personne ne peut dire oui ou non. Donc oui, Michelin met des moyens, met de l'argent et permet sans doute à certaines entreprises de se développer. Mais sur la friche industrielle telle qu'elle existe, malheureusement, que ce soit Tours, que ce soit Poitiers, on va dire que c'est quand même pas terrible pour le... Enfin, c'est pas très beau. Quand vous passez à Tours, à côté de cette grande zone où il n'y a strictement rien, c'est pas très florissant. Alors sans doute que sur Tours, la totalité des emplois ont été créés, mais sur le site même, c'est pas... Oui, comme le disait Laurent, effectivement, il y a cette partie un peu friche industrielle pour le Tour, pour y avoir été il n'y a pas très très longtemps. Effectivement, il y a cette usine, et juste d'un côté, il y a un couloir où les salariés passent là, avec leur chariot élévateur, et juste de l'autre côté, c'est la friche industrielle. Et ça, c'est qui est quand même énorme. Et si je prends un site que je connais bien, c'est le site de La Roche-sur-Yon. Aujourd'hui, ça me fait mal de voir ce site qui est... je ne vais pas dire à l'abandon, mais quasiment. Il y a un projet public-privé, d'ailleurs j'ai trouvé ça très fort de la part de Michelin d'annoncer ça quand ils ont annoncé la fermeture du site. Ils ont annoncé un partenariat public-privé sans en avoir parlé d'abord avec les pouvoirs publics. Je trouvais ça extraordinaire, mais il n'empêche que c'est arrivé et qu'aujourd'hui il y a une société qui a été créée donc d'économie mixte où Michelin est actionnaire avec l'agglomération et la région. Mais malheureusement, ça ne porte pas vraiment ses fruits. Ça fait 5 ans aujourd'hui que ce site il a fermé. Il doit y avoir peut-être, si je suis très optimiste, une trentaine d'emplois sur ce site et à peine peut-être 1/10 ou 2/10 des surfaces qui sont exploitées. Donc ça prend énormément de temps. Et ce que j'avais dit à M. Ferracci quand il était venu à Cholet, c'est que je ne veux plus jamais qu'il se repasse ce qui s'est passé à La Roche-sur-Yon, à savoir une guerre de pouvoir. Non, mais moi je veux pas que lui s'implante là, je préfère qu'il aille dans telle zone de la ville parce que c'est mieux pour moi. C'est pas possible, c'est pas entendable. Pourquoi? Parce que pour moi la réindustrialisation, il faudrait qu'elle essaye, je dis pas que c'est possible, mais qu'elle essaye au maximum de profiter aux salariés qui sont impactés. Si demain, sur le site de Cholet ou de Vannes, on peut avoir une entreprise qui peut s'implanter rapidement et avoir peut-être, même si c'est 20 ou 30 emplois, mais c'est toujours 20 ou 30 salariés
potentiellement de Michelin qui peuvent rester sur site. Et ça, je peux vous dire que c'est quand même important. Ça a été fait à Béthune, où il y avait eu à l'époque tout un orchestrage politique aussi à l'époque, où il y a aujourd'hui une entreprise qui fait du rechappage de pneumatiques, où ils ont repris une trentaine ou une quarantaine de salariés. C'est pas beaucoup, mais c'est symbolique. Après, sur la partie pouvoir public, je vais revenir sur un élément qu'on n'a pas partagé, c'est l'activité partielle. Et l'activité partielle, un site comme Cholet a bénéficié quand même de bon nombre d'heures d'activité partielle. Pour avoir de l'activité partielle, il faut quand même que le contexte soit conjoncturel. D'accord ? Donc, quand on dit, c'est pour ça aussi que je parlais tout à l'heure avec des mots forts de quelque part de complicité de l'État. Parce que en 2023, il y a eu une première session d'activité partielle pour le site de Cholet. On nous a dit, c'est terminé, l'État ne veut plus d'activité partielle, on n'en aura plus. On a passé les congés d'été, et au mois de septembre, merveilleux. L'État avait dit OK pour du chômage partiel. Donc je passerai ce qui a été dealé, parce que ce n'est pas le moment, mais il n'empêche qu'en 2023, Cholet, c'est plus de 100 000 heures d'activité partielle pour un site qu'on a fermé l'année suivante. Je vous remercie, on a très largement dépassé le temps prévu. Je vais quand même faire un petit coup de gueule, si vous me le permettez, mais un coup de gueule choletais, c'est-à-dire on dit les choses sans crier. Moi, je vous le dis, j'ai un coup de gueule envers les touristes politiques qui sont venus faire, enfin déjà qui ont découvert sur la carte de France où était Cholet lors de l'annonce, qui sont venus, et peut-être j'imagine Vannes c'est pareil, qui sont venus mettre de l'huile sur le feu pour essayer de faire exploser le système, et qu'une fois que ils ont vu que vous étiez des gens responsables et que vous vouliez trouver une porte de sortie favorable pour les salariés, ont disparu. Et je trouve que ça ne met pas en avant la mission des politiques, et vous avez des politiques qui ne sont pas tous d'accord, hein, on n'est pas du même bord politique, mais on doit être là pour construire un avenir ensemble, et non pas créer de la tension pour pouvoir espérer gagner la prochaine échéance électorale. Donc c'était la première fois que j'avais eu affaire à ce type de tourisme politique, et je me permets de dire là, devant la représentation nationale, mon désaccord sur cette façon de faire de la politique. C'est inacceptable, parce que certes il y a des actions, mais derrière, quand on crée des heurts, il y a des familles qui en souffrent. Et ça, c'est pas acceptable. Le politique doit être là pour accompagner les citoyens et non pas pour essayer d'en avoir un petit gain derrière à court terme. Voilà, c'était mon petit coup de gueule, excusez-moi. Moi, je voulais vous remercier à chacun et à chacune d'avoir pris le temps de venir à notre rencontre. On vous a transmis un questionnaire. N'hésitez pas à nous transmettre par écrit les réponses au questionnaire. Il se peut aussi qu'il y ait certaines questions qu'on ne vous a pas posées et pour lesquelles vous ayez quand même envie de donner une réponse. Donc n'hésitez pas à nous transmettre également des éléments complémentaires par rapport à nos questions. Et puis enfin, il se pourrait que vous disiez ce soir, demain, ah mince, il y a eu cette question-là, je n'ai pas bien répondu, j'aimerais bien revenir sur le sujet. Pareil, n'hésitez pas à nous transmettre les éléments, peut-être d'ici 2 semaines, si c'est possible pour vous. Alors, on vous a transmis des éléments et puis on vous a mis aussi des liens vers des analyses complémentaires. Donc, normalement, vous avez déjà pas mal de choses et on se tient à disposition pour d'autres questions. Merci beaucoup, merci à vous. La séance est levée.